Salut. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES réunis à la 80e sommet des Nations Unies à New York ont eu à rencontrer le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, avec qui ils ont échangé. Dans ce numéro, nous essayons de comprendre le rapprochement entre l'AES et l'Union africaine. Déjà, je vous donne des grandes lignes. Ils ont parlé question de terrorisme, qu'on ne peut pas juger les pays qui essaient de se défendre sans écouter. Également, qu'il faut sortir de cette logique de critique en distance sur les papiers, sur des textes rédigés ailleurs, sans le contextualiser sur le terrain. Donc, on va essayer de mettre cela en parallélisme de forme sur le discours d'Antonio Guterres à cette 80e session qui s'est ouverte le 24 septembre 2025 et la parole de Donald Trump qui continue à faire écho. Bienvenue dans African Geopolitics. Moi, c'est Méo Siri, je suis accompagné par Chilaka. Et si c'est votre premier ici, je vous invite à liker. C'est votre façon à vous de rester informé et donc capable de développer dans un monde qui est en pleine mutation. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La réinitialisation stratégique des relations entre l'AES et l'Union européenne. Donc, on parle de l'AES et l'Union africaine. Ils veulent réinitialiser les relations. Donc, réinitialiser la relation entre l'AES et l'Union africaine. Vous savez, depuis près de 2 ans que les 3 pays qui forment l'AES ont décidé de se mettre ensemble. Les blocs régionaux et continentaux ont décidé de leur tourner le dos, à l'exception de quelques-uns. Même si lors de cette rencontre, les émissaires de l'AES ont au moins apprécié le chef de la commission de l'Union africaine pour avoir envoyé des émissaires travailler dans les 3 pays de l'AES. C'était déjà quelque chose à mettre sur la dent. Mais pendant cette réunion-là, ils ont critiqué lourdement cette approche à distance en disant que quelle est cette façon de traiter où l'Union africaine évite de collaborer avec l'AES. Ils n'ont jamais convoqué les pays de l'AES à leurs assises. Or, les voici tous aux Nations Unies. C'était un message assez fort pour dire, donc, si on ne se retrouvait pas ici aux Nations Unies, on ne pouvait jamais avoir l'opportunité de causer. Et pourtant, on est sur le même continent. On ne peut pas vouloir l'unité de l'Afrique et ces enfants ne se parlent pas. Quelle que soit la divergence qui existe entre nous, nous devons causer. Donc, c'était un peu ce mea culpa que les émissaires des 3 pays de l'AES essayaient de faire avaler à M. Ali Youssouf, qui remplace le sortant Mohamedou du Tchad. Il faut rappeler donc que pour M. Ali, son excellence M. Ali Youssouf, il a trouvé cette approche assez intéressante. Et les émissaires de l'AES ne s'est pas limité là. Ils ont rappelé que, voilà, avec la dernière visite du président sierra-léonais, qui est également président en exercice de la CEDEAO, les discussions ont commencé à se rapprocher entre la CEDEAO et l'AES. C'est-à-dire, l'AES est reconnu petit à petit par la CEDEAO comme un groupe homogène qui essaie également de défendre ses intérêts et non plus comme des délinquants qui sont partis d'une organisation et donc il faut combattre. Et les dirigeants de l'AES, les émissaires de l'AES ont tenté de faire observer au chef de la Commission de l'Union africaine que les difficultés sécuritaires ne s'expliquent pas sur des plateaux de télévision ou bien sur l'Internet. Il faut la vivre sur le terrain pour comprendre certains dynamismes dans les décisions qui sont prises. Et la question que nous nous posons, c'est que réellement, quel est le pouvoir de la capacité de décider de tous ces acteurs pris en partie, que ce soit les émissaires de l'AES ou le chef de la délégation ou bien de la Commission de l'Union africaine. Et cela rejoint donc les propos de Donald Trump qui regrette que malgré toutes les initiatives pour améliorer la paix dans le monde qu'il a fait, que ce soit en Asie, en Amérique de l'Ouest, de l'Est ou encore en Afrique, qui n'a pas eu le moindre coup de fil venant des Nations Unies pour l'accompagner dans ces processus-là. Et pourtant, il pense que c'est le job de l'Union des Nations Unies de maintenir la paix dans le monde. Mais leur paix se définit le plus souvent seulement sur les bouts de papier et il manque du pragmatisme sur le terrain. Et voilà pourquoi nous avons essayé de faire le parallélisme de forme pour se dire à un moment donné que est-ce que ce n'est pas exactement ce que les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES essayaient de faire remarquer à M. Ali Youssouf que voilà, vous jugez, vous voulez la paix en Afrique, vous voulez canaliser tous les pays africains à regarder d'un seul côté et nous y sommes dans ce trou depuis près de 60 ans et plus, mais on ne voit pas l'issue à la souveraineté. Plus le peuple
se sent suffoqué et nous avons pensé notre mesure et voilà, vous vous positionnez à distance et vous nous stigmatisez. Et pour ceux qui ont suivi, d'ailleurs, je vous invite à suivre ce discours de Donald Trump du côté des Nations Unies. Il a indexé les leaders des Nations Unies en leur rappelant que non, ils ne font pas leur job, ils sont limités à signer des textes ici et là et de faire des chantres de la paix et pourtant maintenir la paix, venir aller vers les acteurs, causer avec eux, essayer de comprendre les réalités qu'ils vivent pour pouvoir promouvoir la paix. Vous savez, Donald Trump est dans un projet qui veut le prix Nobel de la paix et on peut comprendre ce discours complètement orienté vers le processus de la paix. Antonio Guterres, quant à lui, il a regretté qu'il y a certains leaders qui sont des va-t-en-guerre, ne comprennent, ne prennent de leçons à personne et n'ont pas d'empathie envers d'autres nations qui peuvent être jugées plus faibles qu'eux. Donc, retour donc dans le contexte de cette rencontre entre l'AES et l'Union africaine pour comprendre quels sont les contours. Qu'est-ce qui peut en ressortir après cette réunion-là? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Il y a d'abord la reconstruction des confiances entre les deux. Donc, on peut espérer qu'après cette réunion-là, on va avoir la capitale confiance. La confiance entre l'AES et l'Union africaine va augmenter. Parce que les hommes se sont parlé, ils ont compris la nécessité d'inviter, par exemple, les pays de l'AES dans les sommets de l'Union africaine pour leur permettre de parler, d'expliquer ce qu'ils traversent. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'assoie à l'Union africaine, on parle du terrorisme en Afrique de l'Ouest sans les acteurs eux-mêmes. Quelles que soient les solutions qui vont être atteintes, ça va trouver d'obstacles une fois qu'on viendra pour les implémenter. Deuxième chose qui pourrait décoller, c'est qu'une voie unifiée de l'AES et voilà les cotisations. Donc, AES aujourd'hui est une voie qui est unifiée. Unifiée dans la mesure où, de plus en plus, on a des dirigeants de l'AES qui prennent des décisions assez osées. Et cette décision-là, ça va dans le sens de la cohésion régionale. Donc, une voie unifiée renforce donc le pouvoir de négociation avec l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres acteurs internationaux. Tu peux voir leur présence aux Nations Unies. C'est par exemple ce genre d'unification de voix-là. Et cela favorise un passage d'une prise de décision centralisée à un modèle plus consultatif et sensible aux réalités régionales. Également, ils ont parlé des décisions entrées dans la réalité locale. Donc, il y a toujours cette perspective de réalité locale. Et je pense que c'est un facteur de souveraineté. Parce que si les décisions qui sont prises ne reflètent pas les aspirations, eh bien, cette participation populaire-là va manquer au rendez-vous. Vous savez, c'est ça qui fait la particularité du leadership, surtout au Burkina Faso, où on voit c'est pratiquement les civils qui construisent les rues. Et cela économise les mains-d'œuvre et d'autres expertises qui devaient accumuler l'argent. Donc, sur ce plan-là, il faut dire que les ministres de l'AES ont insisté sur le fait que les décisions de l'Union africaine doivent refléter les réalités sur le terrain et non de l'abstraction. Et donc, des décisions basées uniquement sur les principes risquent d'être inefficaces. S'ils envoient seulement des sanctions, cherchent à faire l'isolement et bien d'autres choses, oui, ça peut marcher jusqu'à un certain niveau, mais elle ne peut pas être efficace. Or, la collaboration avec les autorités locales et la compréhension des dynamiques sociales pour des opérations plus efficaces et mieux alignées avec les priorités nationales, c'est ce que appellent donc ces ministres de l'AES. Le quatrième, c'est les missions d'immersion, immersion et de correction. Il faut que ça survole le volet perception. Donc, pour pouvoir s'imprégner de la réalité, l'initiative de l'Union africaine d'envoyer des représentants sur le terrain dans les pays de l'AES constitue un pas concret pour combler le fossé des perceptions. Mais la compréhension internationale du Sahel est souvent façonnée par des médias occidentaux qui, parce qu'on a coupé l'herbe fraîche sur leurs pieds, donnent l'orientation négative et dans leur propre pays, sanctionnent des personnes qui parlent de ces lapses sur leur gouvernance. Donc, l'immersion permet aux décideurs de l'Union africaine de constater directement les menaces sécuritaires et les défis de gouvernance et les dynamiques sociales. Cette approche garantit des politiques réactives plutôt que des symboles. Donc, voilà la recommandation. Cinquième pour sortir, c'est la critique sur soutien international. Donc, ce soutien international souvent qui normalement doit être contre le terrorisme. Ça veut dire que les États complices, si l'Union africaine
essaie de punir les États qui sont complices du terrorisme au sein de l'AES, cela peut facilement apporter des solutions. Mais quand l'AES connaît des difficultés avec les voisins, comme ça fait le cas entre le Mali et l'Algérie, ou bien le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et que l'Union africaine, la CEDEAO, ne dit rien, on dit souvent que qui consent s'entend, hein, bien qui garde le silence consent. Donc, ça veut dire que tant que l'Union africaine et la CEDEAO ne prennent pas parole sur certaines dérives sur le plan du terrorisme et que certains voisins sont indexés et qu'elles ne cherchent même pas à faire des recherches ou appeler à l'ordre certains des partenaires indexés, cela montre en réalité qu'elle n'est pas assez sur le terrain. Donc, cette rencontre à l'Assemblée générale de l'ONU constitue un véritable recette stratégie dans les relations AES et l'Union africaine, en mettant l'accent sur l'immersion, le pragmatisme et le soutien concret. Les pays de l'AES affirment leur rôle dans les débats sur la sécurité et la politique africaine. Pour l'Union africaine, le défi est clair, s'engager de manière constructive, adapter ses politiques aux réalités régionales et favoriser un modèle de coopération renforçant à la fois l'unité continentale et la résilience locale face aux menaces sécuritaires. Alors, la question demeure, penses-tu que tous ces acteurs réunis autour de la table sont légitimes de parler au nom de ces pays? Si oui, est-ce qu'on peut souhaiter l'espoir de voir dans les jours à venir les trois pays de l'AES conviés au sommet de l'Union africaine, ou alors voir l'intervention de l'Union africaine dans les conflits de voisinage entre l'Algérie et le Mali, ou encore le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Voilà qui met stop et fin à cette autre livraison d'Africa Geopolitics, présentée par Meilleur Cyril et accompagnée par Chinaka. Je vous donne rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.